je voudrais passer à un deuxième sujet que je vais aborder de manière bien synthétique ce soir. Je voudrais passer à un deuxième sujet. Ce deuxième sujet, c'est une émission qui a été enregistrée hier, qui a été diffusée à partir de 21h sur Renouveau TV et qui a été rediffusée aujourd'hui même sur Renouveau TV, Facebook, YouTube, Renouveau TV, la chaîne de télévision dont l'un des journalistes animateurs est mon jeune frère Sidibé Bala. J'étais invité à l'émission Le Grand Jury et à l'occasion de cette émission, dont le principe est la confrontation entre l'invité et un jury composé de contradicteurs, j'ai eu l'occasion, j'en suis certain, d'administrer une déculottée à la pensée néocolonialiste et aux survivances du néocolonialisme ici au Mali. Car les deux contradicteurs qui m'ont été opposés étaient spécialement chargés de défendre trois thèses. Premièrement, que la transition malienne actuelle a échoué. Deuxièmement, que la CEDEAO, c'est le paradis sur terre. Troisièmement, que le panafricanisme n'a pas lieu d'être en Afrique et qu'il faut continuer à progresser tranquillement sous le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental et qu'il faut rejeter les racines africaines parce que c'est du passéisme. Je dis bien, ce sont les trois thèses défendues par les contradicteurs. L'émission avait pour but de tenter de sauver le néocolonialisme au Mali contre un penseur panafricaniste, continental et mondial, votre serviteur. Alors, je voudrais commenter cela pour vous inciter à aller regarder toute l'émission et à vous former vous-même un jugement. Mes deux frères, maliens, qui étaient chargés de me contredire, sont partis du principe qu'ils avaient raison et que j'avais tort. Ils sont partis du principe qu'il leur suffisait de parler fort, de crier, pour avoir raison. Ils sont partis du principe qu'il fallait m'interrompre quand je réponds pour m'empêcher de dire des choses qui prouveraient que ce qu'ils disent est faux. Et ils sont partis du principe qu'il serait facile de défendre dans une émission au Mali le néocolonialisme français, la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou en espérant pouvoir troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagés. Ils sont venus aussi avec la prétention de pouvoir me tenir tête dans le débat dialectique, zététique, éristique, dans le débat où le tic et le tac sont le principe, c'est-à-dire dans le pugilat verbal. Ils se sont gourés sur toute la ligne. Et je voudrais vous inciter à regarder l'émission, mais je donne mon commentaire de l'émission. Alors, ils se sont gourés sur toute la ligne parce qu'ils sont partis du principe qu'ils allaient réussir à m'énerver. De telle façon que, sortant de mes gonds, je ne sois pas en capacité de donner le meilleur de moi-même. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand moi j'ai affaire à des gens très méchants, ou très rusés, ou très malins, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de garder mon calme. Et d'utiliser cette force extraordinaire qu'est le sourire et le sarcasme. Donc, plus eux, ils montaient en ton, plus ils donnaient l'impression d'être prêts à m'étriper. Ouais. Plus ça m'amusait. Quand le film est triste, ça me fait rigoler. Quand on m'envoie des violents, ça ne me désarçonne pas. Quand on m'envoie des agités, je vais les anesthésier. Quand on m'envoie des gens impréparés, je vais les cuisiner. Quand le film est triste, ça me fait rigoler. Ils étaient dans la nervosité. Ouais, Yapsi, conseiller de Guillaume Soro. Ouais, il est contre Alassane Ouattara, il est contre le panafricaniste, etc. Et moi, je les appelais mes frères. Ils ont voulu utiliser la force de la haine. Je leur ai opposé la force de l'amour. Parce que je savais. Je vous raconte un peu les à côté de l'émission. Quand j'arrive, mes deux contradicteurs, il y en a un qui me dit, j'espère que vous connaissez, il y en a un qui me dit cette chose, et j'espère que vous connaissez l'esprit de l'émission. L'esprit de l'émission.
Il me dit, j'espère que vous connaissez l'esprit de l'émission. Et je dis à ce frère-là, moi, je connais l'esprit de l'émission quand l'émission a commencé. Il n'y a pas d'esprit avant, il n'y a pas d'esprit après. C'est pendant. C'est sur le ring qu'on connaît le boxeur. C'est pas avant. C'est même pas après. Quand la Bible dit paix, commencez. C'est là où on va voir quel est l'esprit qu'il y a dans cette émission-là. Donc, ils sont venus avec l'idée que eux, ils vont m'énerver et je vais dire plus que ce que je ne dois dire. Ils vont m'énerver et je vais déraper. Ils ont tapé poteau. Poteau sortant. Parce qu'il y a bon poteau, hein. Quand tu tapes sur poteau, là, et puis le ballon va dans le filet. Ah, c'est bien. On appelle ça poteau rentrant. Mais les gars, là, c'est les meilleurs viseurs de poteau sortant que j'ai jamais eu à Renouveau TV face à moi. C'est-à-dire que même Sidibé, j'ai dit à Sidibé, mais pourquoi tu m'envoies les gens qui sont même pas aussi bons que toi? Parce que toi-même, tu n'as pas pu. Tu as déjà essayé. Tu vois comment je t'ai secoué quand tu as essayé de me secouer. Mon bon petit frère Sidibé. Tu m'envoies ces deux-là. Ha! Mais ils ne peuvent rien faire parce qu'ils pensent qu'ils vont m'énerver. Ils ne réussiront jamais à m'énerver. Je les attends au courbon. Quand ils ont fini de s'exciter, je leur injecte un anesthésiant intellectuel. Je les mets au repos. Je les fais dormir. Ils ont choisi aussi un second axe. Ils voulaient essayer de présenter ma relation au régime du président Assimi Goïta comme une relation opportuniste. Vous savez, mes ennemis, mes détracteurs, les néocolonialistes qu'on peut avoir, eh bien, un peu partout, ils courent sur les réseaux sociaux avec une vidéo de 2020-2021 dans laquelle je critiquais le régime, eh bien, du colonel Bandao et de son vice-président, le président Assimi Goïta, au motif qu'il s'était rapproché un tant soit peu du néocolonialiste Alassane Dramane Ouattara et que celui-ci risquait de les piéger pour les phagocyter. Donc, on prend cette vidéo-là, on dit « Ah, voilà comment Franklin Nyamsi a insulté le président Assimi Goïta. Maintenant, c'est lui qui est son laudateur. Waouh, 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 waouh. » Quand ils ont fini, je dis « C'est grâce à ma critique du régime du président Assimi Goïta que celui-ci a précisément axé la révolution sur la doctrine panafricaniste. Regardez quelle était la nature du régime quand Ibeka est tombé en 2020. Regardez quelle était la nature du régime quand le colonel Bandao était le président de la transition ici au Mali. Est-ce que c'est le même régime que vous avez maintenant avec le président Assimi Goïta ayant obtenu, décrété le départ des troupes néocolonialistes françaises, ayant commencé à reprendre en main les richesses minières du Mali pour le peuple malien, le président Assimi Goïta ayant défendu le Niger en créant avec le Burkina Faso et le Niger l'Alliance des États du Sahel, est-ce que nous avons affaire au même régime qu'en 2020? Non. J'ai critiqué le régime malien, et je le dis depuis Bamako au Mali, quand celui-ci était encore sous l'influence du néocolonialisme français à travers les proxys de la CEDEAO, et notamment Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Moi, j'ai critiqué le régime du président Assimi Goïta quand celui-ci, d'ailleurs, sous le président de transition, colonel Bandao, était encore tenté de trouver un arrangement avec les puissances néocolonialistes sous-régionales. Mais le président Assimi Goïta a fait évoluer avec ses camarades du CNT le régime malien vers les grands axes de la révolution africaine. À partir du moment où il a adopté la trilogie souveraineté, liberté de choix stratégique et défense des intérêts vitaux du peuple malien, le président Assimi Goïta a entièrement épousé le corpus panafricaniste en vertu duquel je le critiquais. Pourquoi voulez-vous que je critique un régime qui précisément a évolué d'une tentative de compromis avec le néocolonialisme sous-régional et français à une révolution et la rupture avec la dépendance envers les puissances qui précisément ont saccagé la Libye, armé Al-Qaïda et l'État islamique pour ensanglanter tout le Sahel et toute l'Afrique. J'ai salué les changements fondamentaux apportés par le président Assimi Goïta et ses compagnons à leur politique. Et voilà comment je me suis retrouvé à leur côté au Mali. Ici au Mali, certains de mes camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire, et je voudrais saluer ici mon frère, mon honorable frère et ami, mon aîné, Ben Souk. Je vais l'appeler à la fin de l'émission pour qu'il soit demain au mémorial Modibo Keïta
eh bien, au mémorial Modibo Keïta, pour la sortie de mon livre, je lui ai réservé le sien. Je suis son frère. Il sait que quand je l'appelle, il doit venir. Vous aurez sans doute aussi l'occasion de le voir. S'il est disponible actuellement à Bamako, il sera là. Mon aîné, bien-aimé, mon camarade, l'honorable Benson. Mais il était en prison. Il était en prison en 2020-21 et Alassane Ouattara demandait qu'on l'extrade pour l'étriper en Côte d'Ivoire. C'est dans ce contexte-là que j'ai attiré l'attention du président Assimi Goïta en disant Président, Ouattara Draman que vous voyez là, les baoulés de Dembokro lui ont donné un nom. C'est Aossi Ngben. En baoulé, Aossi Ngben signifie celui avec qui tu marches et puis tu n'as rien. Si tu vas derrière lui là, tu n'auras rien. Quand vous lui donnez 32 moutons à ce monsieur, lui, il vous compte comme le 33e mouton qu'il veut sacrifier. Parce qu'il n'est pas là pour le peuple ivoirien. Il n'est pas là pour le peuple africain, mais pour les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est la critique que j'avais faite à notre président, Assimi Goïta, et plus que lui d'ailleurs, au colonel Bandao qui était alors président de la transition. Qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas eu rectification. Il n'y a pas eu rectification de la transition. Quand le vice-président Assimi Goïta prend le pouvoir et se met à rectifier, pourquoi voulez-vous que je le critique? Comme quand, eh bien, sous la férule de M. Bandao et les manipulations de Ouattara, ce pays retournait tranquillement dans le sommeil Ibekaïtaï. Mieux, vous avez vu la même situation au Burkina Faso. Lorsque le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba renverse le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré, on s'attend à une rupture avec le néocolonialisme. Mais que fait Damiba? Le même environnement, il recommence les mêmes choses. Voilà comment surgit la rectification du MPSR2, incarné par le capitaine Ibrahim Traoré, actuel président du Faso. Oui ou non? J'ai critiqué Damiba. Mais ce que fait le président Ibrahim Traoré, qui pourtant a aidé Damiba à prendre le pouvoir, ce que fait le président Ibrahim Traoré, c'est la révolution africaine. C'est la révolution panafricaniste. C'est la révolution burkinabé. Pourquoi voulez-vous que je reproduise les critiques que j'ai faites contre Damiba à Traoré, alors que Traoré ne fait pas la même politique? Voilà le contexte. Donc là aussi, ils ont échoué. Ils ont cru me piéger. Je leur ai expliqué que non. Justement, le président Assimi Goïta, il m'a adopté quand il a vérifié que mes critiques étaient fondées. Ce que je lui avais dit sur Ouattara, là, le 9 janvier 2022, quand la CEDEAO, manipulée par Ouattara et ses maîtres, les néocolons français, les impérialistes occidentaux, quand ils ont lancé leurs sanctions inhumaines, illégales, criminelles, leurs sanctions sauvages contre le Mali, qu'est-ce que le président Assimi Goïta a fait? J'espère que certains d'entre vous, vous n'êtes même pas au courant de ça. L'une des premières choses, avant de dénoncer ces sanctions illégales, etc., le président Assimi Goïta, vous savez ce qu'il a fait? Il a libéré mon camarade Bensouk. Parce que Bensouk était en prison, il risquait d'être déféré, transféré en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara allait en faire un méchoui. Vous savez à quel point ce monsieur est méchant. Mais l'une des conséquences du dérapage de la CEDEAO, ça a été la libération de Bensouk. Bensouk est libre. Bensouk vit chez lui en terre africaine du Mali. Mais parce que, justement, la CEDEAO d'Alassane Ouattara a montré son vrai visage. Elle a attaqué le Mali, attaqué le Burkina, attaqué le Niger. C'est là où les dirigeants de ces trois pays ont dit « Ah !» Mais c'est que les soroïstes, là, les amis de Guillaume Soro nous disaient, et puis on n'écoutait pas. Wallahi billahi talahi. Donc c'était la vérité. Ja, il disait la vérité. Vous noterez que c'est après que la CEDEAO est dérapée contre le Mali et que le président Assimi Goïta a pu vérifier que les analyses que j'avais faites, j'ai dit qu'on tenterait de le tuer, même qu'on tenterait de l'égorger comme un mouton. Ça ne s'est pas passé? Est-ce que ça ne s'est pas passé? Le président Assimi Goïta n'a-t-il pas été l'objet d'une tentative d'assassinat dans une mosquée par quelqu'un qui, avec un couteau, voulait l'égorger? Moi, j'ai dit ça, non? J'ai dit qu'on chercherait à le tuer comme on tue un mouton de sacrifice. Ça n'a pas raté. Le président Assimi Goïta était en pleine mosquée. Un individu stipendié a voulu lui trancher la gorge. Vous avez oublié ça ou pas? J'ai dit, Alassane Ouattara, il n'est pas l'ami des Africains souverainistes. Il n'est pas l'ami des panafricanistes. Si tu aimes ton pays, là, ici en Afrique, tu ne peux pas aimer Ouattara. Parce que Ouattara, lui, sert les intérêts étrangers à l'Afrique. C'est pas vérifié. Quel Malien peut me contredire là-dessus? Après tout ce que Ouattara a fait. Déclaration de guerre contre le Niger, blocage des fonds souverains maliens et consorts, menace sur le Burkina Faso, infiltration militaire au Mali. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y a même eu des violations de l'espace aérien du Mali à partir de la Côte d'Ivoire avec la permission de Ouattara. Tout ça s'est fait, oui ou non? Donc, sachez que quand je suis arrivé ici au Mali, et je parle de Bamako ce soir, quand je suis arrivé ici au Mali en février 2022,
j'étais auréolé de la reconnaissance. Le président Goïta est un homme très humble. Si moi, Niamsi, avec les critiques que j'ai dites contre lui, il a pu me recevoir, non même pas au palais présidentiel, mais dans sa maison, là où il vit avec sa famille. S'il a pu me faire entrer là, dans son lieu de vie personnel, c'est parce qu'il a reconnu que les critiques que j'avais formulées ont contribué à l'éveiller. Et modestement, à mon petit niveau, ils ont contribué à lui sauver la vie. Parce qu'au moins, il avait déjà entendu quelqu'un lui dire « Ouattara Draman, il ne faut jamais marcher avec lui. Si tu marches avec lui, tu as 3 directions. L'exil, le cimetière ou la prison. » C'est ça Ouattara. Tous ceux qui ont marché avec lui, il leur a donné ces 3 directions. L'exil, le cimetière ou la prison. Il a trahi tous ses partenaires. Et il ne va pas changer. C'est trop tard pour lui. C'est un fer tordu pour toujours. Donc, ils sont venus à l'émission Renouveau TV en disant « Oh, le voilà, le fameux Niamsi, on va le coincer. Professeur Niamsi, il est cuit. » Je les ai regardés. Ils étaient en train de courir dans un sac. Moi, j'avais la fermeture en main. J'ai ouvert le sac, ils sont entrés. Quand ils sont entrés, j'ai fermé. Et ils se sont mis à courir de là. Je voyais mon frère Keita, le plus excité des deux. Non, mais là, il n'en pouvait plus. Il ne voulait même plus que je parle. Bon, ils sont venus avec un 3e piège. Oh, la CEDEAO était meilleure que tout. La CEDEAO, c'est le bon Dieu. L'AES, c'est l'enfer. On souffre. La crise énergétique, on souffre, etc. Ah, on est en train de nous taxer au Mali, etc. Ils sont venus avec ça. Je les attendais, courbon. J'étais assis là, comme ça, avec mon gourdin. J'ai dit, ambassade de mon pays natal, on dit, vous allez passer ici. Ah, qu'est-ce que vous dites? La CEDEAO, c'est la meilleure des choses possibles. Je dis, sur le plan économique, les échanges économiques internes à la CEDEAO ne représentaient que 5% des échanges internationaux de tous les pays de la CEDEAO. Quand la CEDEAO était 15 pays, il n'y a que 5% d'interactions internes. Vous racontez quoi? Deuxième point, l'AES n'a pas été créé pour mettre fin aux relations entre les peuples ouest-africains. Il peut y avoir des conventions entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES et la vie va continuer. Troisième élément extrêmement important, c'est la CEDEAO qui a commencé à dévier. Les sanctions inhumaines, illégales, criminelles qui ont été prises contre le Mali ont provoqué des millions, des millions de victimes économiques, des millions de victimes sociales et au moins des centaines de milliers de personnes décédées. Il faut que cette affaire soit jugée au tribunal. Tous les dirigeants de la CEDEAO qui ont signé les sanctions illégales, criminelles, inhumaines contre le Mali, le Burkina et le Niger doivent être jugés et condamnés. Ce sont des crimes économiques, ce sont des crimes contre l'humanité. Et là, mes gars, ils étaient là maintenant, il faut défendre l'AES. Ah non, maintenant que l'AES a quitté la CEDEAO, tout ça là, bon, maintenant que les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, il y a des gens qui ont perdu leur travail. Bon, ils sont 150. Le gouvernement du Mali est capable de maîtriser les conséquences collatérales de 150 pertes d'emplois. Mais les conséquences des sanctions inhumaines, criminelles, illégales de la CEDEAO, est-ce qu'elles sont comparables à 150 pertes d'emplois? Est-ce que c'est comparable? Il n'y a pas photo. Et je leur ai expliqué qu'il suffit d'appliquer la théorie des avantages comparatifs. Ils écarquillaient les yeux, mes contradicteurs. Je crois qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. La théorie des avantages comparatifs est l'un des principes de gouvernance. Un État regarde les avantages de la décision A par rapport à la décision B ou de la décision B par rapport à la décision A. Et un État a l'obligation, quand il est rationnellement conduit, de prendre la décision la plus avantageuse parce qu'il sera mieux à même d'en affronter les inconvénients. Entre rester sous le contrôle du néocolonialisme français, continuer à faire piller les richesses de l'Afrique de l'Ouest par les impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, et entrer au contraire dans une dynamique de souveraineté, commencer à s'assumer soi-même, à gérer soi-même son budget, commencer à financer soi-même son processus électoral, à financer sa propre armée, à renforcer son armée. Qu'est-ce qu'un peuple doit choisir? Qui veut le miel doit accepter la piqûre des abeilles. Et la fiscalité dont on se plaît, on ne s'en plaindra avec légitimité que si ce qui est pris aux contribuables est escroqué, détourné et volé. Mais si ce qui est pris aux contribuables permet de donner au Mali l'autonomie énergétique à court terme, si ce qui est pris aux contribuables permet d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes enfants du Mali, améliorer les moyens de vie de l'armée qui défend le pays cette nuit, l'armée qui est alerte, l'armée qui est en sacrifice permanent pour que la paix, la prospérité, la sécurité des Maliennes et des Maliens soient assurées. Si c'est pour ça qu'on doit payer plus, mais c'est ça la vocation de la taxe. Or, on veut entretenir l'idée selon laquelle une taxe, c'est a priori quelque chose de mauvais. C'est mauvais
quand ça n'améliore pas les conditions de vie des gens. C'est mauvais quand ça ne résout pas un problème. C'est mauvais quand les dirigeants volent l'argent des taxes pour aller le planquer dans les paradis fiscaux à l'étranger, pour le planquer en France, planquer cet argent en Suisse, planquer cet argent au Luxembourg, à Monaco, planquer cet argent au Moyen-Orient. Mais quand vous voyez le président Assimi Goïta, vous pensez qu'il n'a jamais eu de rhume, il n'a jamais eu de palu? Je connais des individus comme Alassane Draman Ouattara ou Paul Biya, le moindre éternuement, même si c'est le déjà, préparer l'avion, je dois aller à Genève tout de suite. Ils n'ont pas confiance dans les médecins de leur pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont des dictateurs et qu'en allant à l'hôpital dans leur pays, un médecin peut décider de libérer le pays en les euthanasiant. On appelle ça l'euthanasie, la mort donnée dans les conditions médicales. Donc, ils ne vont jamais se soigner ici parce qu'ils n'ont pas construit de bons hôpitaux et parce qu'ils savent qu'ils sont méchants, les dictateurs africains. Mais le président Goïta, là, s'il a le rhume, il se soigne à Bamako. On a vu l'ancien premier ministre, le docteur Shogel Kokala Maïga, quand il a eu son accident vasculaire cérébral. Il a été soigné où? C'est pas ici au Mali? N'est-il pas debout? Bon, les dirigeants qu'on a à la tête du Mali sont des gens dont le destin se joue dans leur pays. Ce qu'ils gagnent, ils l'utilisent ici. Ce qu'ils perdent, ils le perdent ici. Ce qu'ils font, ils en rendent compte ici, ils en rendront compte ici. C'est un avantage. On ne va pas faire, d'une taxe, un acte d'atteinte à la souveraineté. Il faut juger de l'usage de la taxe. Si l'usage de la taxe est le bien commun, pourquoi vous voulez diaboliser la taxe? Vous voulez qu'on aille encore voir la Banque mondiale? Sabari, Wari Banao, Sabari, il faut nous donner FMI, Banque africaine du développement. Et on va entendre la voix du satrape venu de Saint-Loup. Mais, Assimi Goïta, il a fini par tomber dans mon piège. Oui, chou. Il est tombé dans mon piège. Ah, il demande l'aide de la BCAO, là. Il est en train de demander l'aide de la BAT. Mais il ne sait pas que moi, j'ai gouverné plus de 250 pays. Non, chou. Il a gouverné plus de 350 pays, chou. Non, Dominique, attention, hein. Il faut pas exagérer dans le mensonge. Moi, je suis un spécialiste du mensonge. Il faut du dosage. Ils veulent que le Mali continue dans cette politique de mendicité qui a caractérisé les États néocolonisés. Quand le Mali dit, mais on est capable de lever une taxe, on est capable de créer une réserve de 100 milliards qui nous permette de financer notre sortie de la fragilité énergétique. Si le Mali dit ça, ça dérange qui? S'il y a du courant au Mali, non pas du courant obtenu avec le carburant, mais le courant obtenu avec des barrages, le courant obtenu avec des centrales thermiques, avec des centrales nucléaires, à qui ça va profiter? Aux Maliens. Le coût de l'énergie va baisser, les prix des produits obtenus à travers l'utilisation de l'énergie, ces prix aussi vont baisser. Le Malien, la Malienne, qui retrouveront un coût d'énergie plus faible, pourront en réalité améliorer leurs conditions de vie. C'est pas sorcier. Quand la fiscalité a pour but l'amélioration de notre vie, mais nous devons nous serrer la ceinture et nous y adonner. Voilà. Ils sont venus avec une autre chose. Ah, vous, Franklin Nyamsiwa Cameroun, mais vous ne critiquez jamais la politique camerounaise. Il leur a dit, mais voilà, c'est ça le problème des Africains. Quand ils me voient dans l'un de leurs pays, ils pensent que c'est que de leur pays que je parle. Si je vais au Sénégal, pourquoi vous parlez tout le temps du Sénégal? Wow, pourquoi vous parlez tout le temps du Sénégal, vous ne parlez jamais du Cameroun? Combien de Sénégalais s'intéressent à ce que je dis sur le Cameroun? Je viens au Mali. Ah, mais contradicteur. Ah oui, pourquoi vous ne vous occupez pas de votre vieux président Momi là, moribond Paul Biya? Mais moi, j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. Des centaines de conférences. Je suis un opposant reconnu. Même Paul Biya me connaît. Comme opposant. Et je n'ai jamais composé avec lui. Je n'ai jamais été son ministre. Et comme ils étaient là, ah ouais, mais votre pays, j'ai dit, celui à qui vous parlez là, mais c'est sans doute le futur président de la République du Cameroun. J'ai pas le droit de dire ça. C'est un crime. Il y a des gens aussi qui sont sortis sur les réseaux. Ah, il a osé dire ça. Mais j'ai le droit d'être président de la République du Cameroun ou bien j'ai pas le droit. Je suis Camerounais de naissance, de père et de mère. Oui ou non? Qu'est-ce que Paul Biya a de plus que moi? En termes de droit ou de capacité? Qu'est-ce que toute personne là qui dit, ah, j'ai le droit d'être président? Tout Camerounais qui est Camerounais a le droit d'aspirer. Et puis, moi, j'ai des idées intéressantes pour le Cameroun. Mais il n'y a pas d'élection encore dans mon pays. Ce sont des mascarades. Depuis
1957, 58, ce sont des mascarades électorales. Quand il y aura des élections dans mon pays natal, le Cameroun, je vais aller gagner. Mes frères et sœurs maliens vont applaudir. Mes frères et sœurs ivoiriens, tous les Africains qui me connaissent, quand moi je vais rentrer au Cameroun, c'est pour gagner. Quand la révolution panafricaine va gagner au Cameroun, vous allez me voir chez moi, là où a été enterré mon nombril, et là où repose mon père et ma mère. Je ne suis pas comme Ouattara, qui renie son pays natal pour venir foutre la merde dans le pays des autres. Non, moi, je critique la dictature de mon pays natal. Je ne suis pas dans le double langage. Je ne flatte pas le dictateur du Cameroun. J'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. Critique la tragédie camerounaise. Nouvelle de Douala. Réflexion pour une politique africaine de civilisation. Dire adieu pour demain. Oraison pour une humanité révoltée. D'accord? Voilà quelques-uns des titres que vous pouvez retrouver. Les livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Je suis en train d'écrire pour une nouvelle république fédérale. Et le dernier livre que j'ai écrit sur le Cameroun, le cinquième que j'ai écrit sur le Cameroun, le voici. Pour un nouveau leadership populaire camerounais. Appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Je n'ai même pas encore écrit un livre sur le Mali. Ils se plaignent. Ah, tu parles toujours. Sur le Cameroun, j'ai écrit 5. Alors, aidez-nous. Nous qui venons d'Afrique centrale, vous, nos frères d'Afrique de l'Ouest, aidez-nous aussi à combattre. Aidez-nous à combattre les dictatures d'Afrique centrale. Mêlez-vous des affaires d'Afrique centrale. Parlez. Aidez-nous à dénoncer Paul Biya. À dénoncer les impostures au Congo, au Gabon. Dénoncez. Aidez-nous. Je ne serai jamais contre vous pour ça. Au contraire, je le prendrai comme un acte de solidarité. Je ne suis pas de ceux qui critiquent la dictature chez les autres et qui laissent la dictature là où ils sont nés. Jamais. Et ça m'en coûte beaucoup. Parce que je n'ai pas la possibilité d'aller vivre pour le moment dans mon pays natal, M. Biya ayant refusé de renouveler mes papiers camerounais, malgré mes demandes incessantes. Donc, je suis partisan d'une révolution populaire camerounaise qui permettra à la totalité du peuple camerounais de choisir librement ses dirigeants. Quand cette révolution populaire aura lieu, moi, Niamsi ou Cameroun ou Africa, je rentrerai dans mon pays natal. Et j'ai de fortes chances d'être élu président de la République du Cameroun. Écrivez ça. Alors, ceux qui vont estimer que c'est un crime de lèse-majesté, ils sont les seuls à pouvoir avoir le droit. C'est leur problème. Ça ne change rien au fait que s'il y a 50 Camerounais capables de prétendre à gouverner un jour le Cameroun d'une manière utile au peuple camerounais, je suis dedans. S'il y en a 10, je suis dedans. S'il y en a 5, je suis dedans. S'il y en a un qui est sûr de vouloir émanciper complètement le peuple camerounais de tous les enclos mentaux et de mener le Cameroun vers une révolution panafricaniste, s'il y en a un qui soit sûr de vouloir le faire et de pouvoir le faire, je suis désolé, c'est moi. Voilà. Bon, ça a le mérite d'être clair. Comme ça, ceux qui veulent me faire des procès d'intention, etc., ils peuvent aller le faire. J'ai déjà dit. Parce qu'il faut que les gens sachent que nous avons le droit de dire ce que nous pensons à propos notamment de notre pays natal et que je ne fais pas partie des Camerounais qui ils se promènent comme ça. Ah non. Ah non. On parle du Mali, on parle de la Côte d'Ivoire, on est très fort, on braille sur les pays des gens, on ne peut même pas dire. Sur mon pays natal, je suis incontestablement l'un des meilleurs critiques de la dictature de tous les temps. Et je suis potentiellement un homme d'État en réserve de mon pays natal. Donc ne craignez pas, je ne viens pas au Mali pour vouloir y faire une carrière politique. Je ne viens pas au Sahel pour vouloir y faire une carrière politique. Non. Même Ouattara Draman m'a proposé le 23 octobre, 2014, de devenir son conseiller spécial. J'ai dit, M. Ouattara, non. J'ai dit à M. Ouattara, non. Il y a un seul endroit où j'accepterai des fonctions politiques, majeures. C'est mon pays natal, le Cameroun. Vous comprenez? Partout ailleurs, je suis conseiller politique, je suis compagnon de la libération de l'Afrique, je soutiens tous les gouvernements panafricanistes révolutionnaires. Comme en Côte d'Ivoire, le futur président de la République s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Si Dieu le veut, je serai à ses côtés pour l'aider à accomplir la révolution ivoirienne. Comme j'aide ici, le président Assimi Goïta et ses compagnons à accomplir la révolution malienne. Comme j'aide le président Ibrahim Traoré et ses compagnons à accomplir la révolution burkinabé. Comme j'aide, et j'ai déjà écrit des livres sur le Burkina Faso.
comme j'aide eh bien, le président Abdourahmane Tchani et ses compagnons du CNSP à accomplir la révolution nigérienne. Je suis un compagnon des révolutions de toutes les terres africaines. Mais c'est chez moi au Cameroun que si je dois exercer les fonctions politiques les plus hautes, eh bien, je m'engagerai à le faire. Vous avez compris? Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Et ça, je le sais depuis mes 12 ans. Je dis bien 12. Donc, comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Je sais où je vais. Mais je ne considère pas non plus les fonctions politiques comme absolument nécessaires. J'aime ce mot de Platon qui dit que les cités seront justes lorsque ceux qui vont gouverner n'auront pas envie de gouverner. Je ne suis pas habité par une envie particulière du pouvoir politique. Je suis quelqu'un qui aime la beauté, la vérité, la justice. Quelqu'un qui aime la pensée, quelqu'un qui aime méditer sur les merveilles de l'amour de la vie. Je suis quelqu'un de très détaché, en fait, de tout ce que vous me connaissez comme quelqu'un qui argumente, vous me connaissez comme quelqu'un qui combat politiquement, comme quelqu'un qui est engagé. Mais il y a un Franklin Yamsi que vous devinez peut-être à travers mon ironie et mon humour. Je me moque beaucoup de moi-même pour garder la tête sur les épaules, pour rester humble et ne pas oublier que je ne suis qu'une poussière. Je ne suis qu'un mortel. Et quelles que soient les fonctions que l'on m'a attribuées sur cette terre, je ne les ai jamais considérées comme absolues. Je ne considère aucun poste qu'on peut me donner, aucune responsabilité qu'on peut me donner comme le but ultime de ma vie. Je sais que le sens de la vie transcende tout ce que l'homme peut avoir sur cette terre. Il faut s'efforcer de marcher et de ressembler à son Créateur de toutes ses forces, malgré nos péchés, malgré nos insuffisances. Il faut marcher dans la voie de celui qui t'a accordé le souffle de vie. Ça, c'est le fond de ma pensée. Donc, je peux tout à fait avoir une vie très heureuse, sans même être président de quoi que ce soit, de la République, de quoi que ce soit. Mais en même temps, si le devoir vous appelle à servir votre collectivité, votre communauté, votre peuple, dans des circonstances spéciales, vous n'avez pas le choix de vous débiner. Et quand les gens pensent que c'est impossible, eh bien, ils excitent précisément ma conscience de mes devoirs. Donc, mes deux contradicteurs de Renouveau TV, ils ont voulu aller là-bas, mais je leur ai démontré que en politique camerounaise, ils sont analphabètes. Mais voilà des Africains, au lieu de nous aider à critiquer nos dictateurs, comme nous les aidons à critiquer les leurs, ils viennent seulement nous reprocher de ne pas faire ce qu'ils ne savent même pas que nous faisons. Je les ai mis tous en demeure. Qui a lu un de mes livres? L'un de mes contradicteurs a ouvert son téléphone sur Internet pour aller chercher le titre d'un livre qu'il prétendait avoir lu. On appelle ça un doctus cum libro. Des gens qui préparent une émission avec un invité dont ils connaissent le nom. Ils ne prennent même pas la peine de prendre ne serait-ce que 2 petites heures de temps pour faire le tour du personnage et s'intéresser à la réalité de ce qu'il fait. Rien. Ils viennent comme ça et on les prend l'un après l'autre. Qui a lu un de mes livres ici? Tout le monde comptait les carreaux du plafond. Pas moi, pas moi, pas moi. J'ai dit, hein? Donc vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous critiquez quelqu'un. Vous n'avez même pas étudié l'homme que vous voulez ausculter. On peut faire ça. Ça, c'est de la légèreté intellectuelle, les gars. Et puis, il y a un qui est allé sur Google. Il a tapé, il dit, ah, j'ai trouvé un nouveau livre. Il tape comme ça. Et puis, il critique de la tragédie camerounaise. Il lit sur son téléphone. La caméra n'était pas sur lui. Je l'ai trahi tout de suite. Je dis, hey, il est là. Il est en train de regarder Internet pour répondre. On appelle ça doctus cum libro, docteur avec le livre. C'est-à-dire, il ne sait rien. Il n'a pas travaillé. Il venait là pour incanter, il venait là pour faire dans l'effet de manche, il venait faire du bruit. Chez nous, à Douala, on appelle ça les bruitiers. Vous savez affaire à des bruitiers? Bon, enfin, il y a un autre qui était là. Il dit qu'il n'aime pas les panafricanistes, parce que les panafricanistes sont accrochés au passé. Moi, je raconte la naissance de la République néocoloniale du Cameroun au personnage qui ne la connaît pas du tout. Il me dit, ah, ça c'est de la préhistoire. Depuis quand quelqu'un qui a une formation élémentaire en histoire peut dire que 1955, la date de lancement de la grande répression de l'armée coloniale française contre le peuple camerounais, il dit que parler de 1955, c'est parler de la préhistoire. Mon frère Keïta, qui était là, celui qui n'avait pas de chapeau sur sa tête, c'est ce qu'il a dit. 1955, c'est la préhistoire, du jamais vu. Astaghfirullah. Est-ce que les gens savent que la préhistoire, dans la datation occidentale, c'est une période qui précède l'Antiquité. C'est avant l'Antiquité. C'est loin avant l'Antiquité. Hein. La préhistoire, c'est il y a 10 000 ans. Hein. Il y a 10 000 ans au moins. Hein. Mais ce monsieur Keïta dit que
Le fait que j'explique l'origine néocoloniale de la République du Cameroun, c'est de la préhistoire. Est-ce que vous trouvez sérieux que de telles personnes soient envoyées devant moi? J'ai presque eu envie de dire à M. Sidibé, mais Sidibé, je pensais que tu me respectais quand même. Il faut m'envoyer des gens qui connaissent au moins les grandes périodes de l'histoire. Il dit que 1955, c'est la préhistoire. Préhistoire. Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants à l'école? On compte l'histoire à partir de la période dite de l'Antiquité. L'Antiquité. C'est-à-dire, en réalité, avant l'an 0, l'an 1, l'Antiquité. L'an 0, l'an 1, après Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'Antiquité, la période d'avant. Mais la préhistoire, là, c'est la période qui est avant l'Antiquité. Et quelqu'un, il est assis en 2025 dans un studio, dans notre belle terre africaine du Mali. Il dit que si vous évoquez un événement de 1955, c'est que vous évoquez de la préhistoire. Vous voyez, c'est très dangereux. On a de plus en plus sur les plateaux de télévision des gens qui braillent pour cacher leur inculture. Ça fait peur. C'est effrayant. J'ai été effrayé. Il a dit que c'était la préhistoire. Il me dit, vous ne parlez pas du Cameroun. Je veux lui parler du Cameroun. Il dit, non, 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 ne nous parlez pas de tout ça là, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous voyez, c'est des gens qui étaient juste venus jouer un jeu de rôle, mais qui n'avaient pas, en réalité, une maîtrise substantielle du dossier politique africain. Je suis désolé. Bon, j'ai accepté le jeu. De toute façon, ce sont mes frères africains. Et je pense que tous ont reconnu que je leur ai appris quelque chose. Même ceux qui faisaient semblant, ah bon, le grand jury le condamne, condamnez-le. Ah non, c'est un grand intellectuel. Ah, donc, il sait, mais je crois qu'il ne sait pas. Comment je peux être grand intellectuel et puis toi, tu me bats au débat? Si je suis un très grand intellectuel, comme le disait l'un des deux, la conséquence, c'est qu'il ne peut pas me battre au débat. Parce que je suis intellectuellement plus fort que lui. Toi, tu peux battre un grand intellectuel, comment au débat, si tu reconnais qu'il est grand? S'il est grand, ça veut dire qu'il est plus fort que toi. Ou bien c'est faux. Donc, j'étais très amusé que, bon, les gens ne prennent pas la peine de connaître à qui ils ont affaire. Ils s'amènent comme ça. Et c'est sur le terrain qu'ils se prennent des uppercuts, des balayettes, des tacles, des faux. Mais comment? Vraiment, franchement, à aucun moment, je ne me suis senti désarçonné par ces gens parce qu'ils n'ont pas travaillé le dossier. Ils n'ont pas travaillé le dossier. Le dossier Franklin-Yamsi, ils n'ont pas travaillé. Et leur tentative de sauver le néocolonialisme français, de sauver la CEDEAO, de sauver Alassane Draman Ouattara, le satrape, leur tentative de sauver les anciens régimes que les Africains vomissent partout, leur tentative était piteuse. Ce n'étaient pas les meilleurs représentants du néocolonialisme. Je dois l'avouer. Allez donc regarder cette émission si vous voulez vous détendre. Vous voyez comment, quand on envoie les agents du néocolonialisme sur un plateau de télévision, un panafricaniste les prend et les entraîne à la danse du feu. Je les ai entraînés à la danse du feu. Mais à la fin, ce qu'ils ont quand même pu voir, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan intellectuel qu'on doit entrer dans une animosité personnelle. Ces frères-là, Keita ou l'autre qui était là, je n'ai personnellement, franchement, rien contre eux. Au départ, ils voulaient essayer de faire des attaques ad hominem en espérant que j'allais m'énerver. Non, je sais quand je viens à une émission avec des gens que moi j'ai étudiés parce que je les ai googlisés avant de venir. Je savais à qui j'avais affaire, non? Je connaissais leur manière. Moi, je savais, donc je savais comment ils allaient jouer. Je dis, je suis venu avec un sac. J'ai ouvert le sac et je tenais la fermeture. J'ai ouvert comme ça. Ils sont entrés. Crou, crou. Quand ils sont entrés, j'ai fermé. Et puis je me suis mis à secouer le sac comme ça. Je les attendais. Brou, brou, brou. C'est moi qui avais la fermeture. Quand l'émission est terminée, j'ai ouvert le sac. Je dis, rentrez à la maison. Vous pouvez rentrer à la maison, mes frères. Donc, j'ai dit à mon ami, mon jeune frère Sidibé, que je peux venir à Renouveau TV tous les jours. Il peut m'inviter tous les jours. Il peut m'inviter à jury tous les jours. Et puis, les gens qui défendent ce genre de thèse-là, jamais ils ne me battront au débat. Donc, vous tapez Renouveau TV, TV Renouveau sur Facebook, vous allez trouver cette émission. Ou alors, vous allez sur YouTube, vous tapez TV Renouveau. Bon, je mettrai le lien, après avoir fermé la présente conférence, je vous mettrai le lien à disposition. D'accord? Je vous mettrai le lien à disposition sur YouTube et sur Facebook. Mais j'ai publié
la version YouTube sur ma page Facebook, Franklin Nyamsi. Et si vous tapez vraiment Franklin Nyamsi Renouveau TV, que ce soit sur la barre de recherche YouTube ou la barre de recherche Facebook, vous allez retrouver. D'ailleurs, Renouveau TV a fait des petits découpages. J'ai vraiment eu pitié, par exemple, de la tentative de sauver le soldat perdu, Alassane Draman Ouattara, qui a été esquissé par les deux personnages. Et c'est là on se rend compte que la volonté de déstabiliser la scène politique malienne n'a jamais quitté Ouattara Draman. Parce que qu'il y ait des Maliens qui peuvent encore se tenir devant un écran de télévision pour soutenir l'homme qui a utilisé la CEDEAO contre le Mali, l'homme qui a envoyé 49 mercenaires ici avec des faux passeports pour se mettre en embuscade dans l'aéroport, l'homme qui a levé 1500 soldats pour combattre le Niger, il a fait en plein jour. S'il y a encore des gens ici à Bamako qui peuvent se tenir devant une caméra de télé pour dire « Ah non, qu'est-ce que vous avez contre Alassane Ouattara? Vous êtes jaloux de lui !» C'est une haine. Qui est plus haineux dans cette sous-région politique que M. Ouattara? Qui a fait le plus grand tort à la paix sous-régionale ici, en Afrique de l'Ouest, Ouattara Draman? Les faits ne sont pas difficiles. À égrener, à énumérer, ils sont nombreux. On a même l'embarras du choix de tout ce qu'il a fait pour nuire au peuple africain. Donc vraiment, j'avais à la fois de la compassion pour mes frères, mes contradicteurs au grand jury de Renouveau TV, mais en même temps, je ressentais la nécessité de les corriger. Donc je les ai corrigés fraternellement. Franchement, ce sont mes frères, ce sont des Maliens, ce sont des Africains. Je n'appelle à aucun ostracisme contre eux. Je n'appelle à aucune répression contre eux. Je voudrais leur demander de respecter un peu plus la télévision et d'y venir en ayant travaillé leur dossier. L'émission Grand Jury ne doit pas être une simple prestidigitation où le volume de la voix aurait vocation à remplacer la qualité de l'argument. Et ils ont bien vu que même dans ce jeu qui était en partie un jeu scénarisé, théâtralisé, bon, le président du jury, le journaliste Sidibé, a proclamé que j'étais innocent. Il m'a acquitté purement et simplement. Bon, ça faisait partie d'un jeu. Hein, c'est un jeu entendu. Le principe de cette émission, c'est que les contradicteurs essayent de charger l'invité et bien souvent, toujours, à la fin, le modérateur qui est le président de cette espèce de tribunal médiatique symbolique libère l'invité. Mais moi, là, je n'ai pas attendu Sidibé pour me libérer. J'ai fracassé tous les arguments de mes adversaires. Et quand ils ont voulu jouer aux méchants, je les ai dominés par la force de l'amour. Voilà une bonne méthode. Et voilà un enseignement. Quand vous êtes confronté à des méchants, soyez vigilants, mais ne leur ressemblez jamais. Frappez-les correctement, mais ne leur ressemblez pas. Ne pouvant fortifier et justifier la force, il faut fortifier la justice. Vous les frappez bien, mais ne les imitez jamais. Ne soyez jamais comme eux. Ne venez jamais avec l'intention de faire délibérément du mal aux innocents. Comme le dit un proverbe africain, Tchepun Kapoum. Tchepun Kapoum. C'est ce qu'on dit chez moi. Tchepun Kapoum. Ce n'est pas bien de vouloir faire du mal gratuitement aux gens. Ce n'est pas bien. Et comme le dit un autre proverbe que j'aime enseigner aux Africains, c'est en langue ashanti, Fefenefe, Intina, Obatumrika, Osona Nufuna Nyese, et Beti Nyataunti. Ça, c'est en Ashanti du Ghana. Fefenefe, Intina, Obatumrika, Osona Nufuna Nyese, et Beti Nyataunti. En langue ashanti, ça là, ça veut dire, ce n'est pas parce que quand une femme est en train de courir, elle attrape ses seins, que si elle laisse ses seins vont tomber par terre. C'est juste pour préserver sa beauté. Quand je viens dans un débat, si je suis gentil, etc., c'est pas parce que je suis pas capable de combattre. C'est juste pour attendre le meilleur moment, pour porter à l'adversaire les coups pédagogiques qui sont de nature à le renvoyer à l'étude, à le renvoyer méditer sur son sort, en disant, si je savais, si je savais, si je savais. Donc, ne venez pas dans les débats avec moi si vous ne maîtrisez pas les sujets. Je ne serai pas méchant envers vous, mais vous allez perdre. Vous allez perdre lamentablement. Lamentablement. Bon, voilà un peu mon commentaire de l'émission de Renouveau TV. Je vais vous laisser sur ce. Vous souhaitez une bonne nuit et demander à tous mes amis, à tous ceux qui aimeraient avoir, une version dédicacée de mon livre, L'impérial terrorisme, de venir, demain samedi à 10 h au mémorial président Modibo Keïta
de Bamako se procurer leur exemplaire. Tout est fin prêt pour cela. Je vais apposer un petit mot et nous ferons une photo souvenir. Voilà le rituel. Et la cérémonie commence à 10 h. C'est une cérémonie officielle puisque nous avons l'honneur d'être parrainés pour cette cérémonie dédicace par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, le professeur Bourema Kansai, que je remercie infiniment, comme les plus hautes autorités maliennes, pour l'intérêt qui a été porté à propos de la qualité scientifique de l'argumentaire qui constitue cet ouvrage. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente nuit. Et bismillah. Et bismillah. Et bismillah. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.